Salut tout le monde, Révolte culturelle 6e épisode. Aujourd'hui, on jase avec Charles-Étienne Pascal, un photographe, coloriste, passionné de moto. Il travaille en agence à Montréal en effets spéciaux, dans une agence de publicité principalement, ça s'appelle Shed. Et il entretient aussi un compte Instagram dédié au mode de vie des motocyclistes. Il fait le contenu photo et vidéo de ce compte-là, ça s'appelle Road Shutter. Juste avant, on aimerait beaucoup découvrir vos artistes préférés. Ça pourrait être des artistes de toutes sortes, des réalisatrices, des photographes, des peintres, des sculpteurs, peu importe s'ils font une discipline que vous jugez artistique avec une démarche, eh bien écrivez-nous sur Instagram en message privé, larévolte.culturel. On serait super content de découvrir qui vous inspire le plus et peut-être même les inviter à l'émission. Sur ce, bonne écoute. Ben écoute, first of all, merci beaucoup de prendre le temps de nous jaser. C'est super apprécié, là. Surtout que ça s'est réglé super vite. Là. Fait que moi, je suis bien content. Cool. Ben merci d'avoir pensé à moi pour ton projet. C'est la moindre des choses. Écoute, moi, c'est ça, je te connais depuis... en fait, c'est quand j'avais gradué le cégep en post-production. Je pense que c'est 2014 ou 2015. J'ai fait de post-production à Jonquière, puis quand j'avais gradué, moi, je suis allé chez Shed. Toi, t'es toujours là-bas, hein? Ouais, je suis toujours coloriste chez Shed. Cool. T'es-tu partner de la business ou... Non. Mettons que ça fait longtemps que je suis là, puis depuis 8 ans, pas mal tous les projets, tous les projets, à part quand j'étais en vacances, ont été colorisés par moi. Fait que ça peut donner l'impression... c'est un peu moi le visage de la colo chez Shed, on va dire, mais je suis plus là à titre d'artiste que de partner. Ben non, c'est ça. Moi, je t'avais connu sous le nom de ICU. Je sais pas si tu as encore ton blog sur la colo. Je sais pas si tu es encore actif là-dessus, mais moi, c'est comme ça que je t'avais connu en 2014, je pense que c'est ça, ou 2015, là, comme bien avant que la moto prenne le dessus de ton contenu là, sur Internet. Ouais. En fait, je pense que j'avais commencé ce blog-là en 2013 pour comme des espèces d'articles ou de tutorials pour de la colo. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup. Non, je pense qu'il y avait comme toi puis Mathieu Marano, je pense, là, dans ce temps-là, qui commençait à écrire là-dessus. Là. Oui, qui ironiquement, on avait un nom vraiment similaire sans s'être jamais consulté. C'est quoi lui déjà? Toi, c'est ICU, lui, c'est quoi déjà? C'était I Love You. Ouais. Quasiment copyright infringement. Là. Ouais. Mais pour répondre à ta question, non, c'est toujours un peu sur le back burner de retourner à ça. À ce moment-là, quand j'avais commencé ce blog-là, il y avait j'avais quand même pas mal de travail en colo, mais pas autant que dans les mois et les années qui ont suivi. Puis on dirait que j'ai comme mis ça en pause vu que c'était tellement relié au travail qu'à un moment donné, je voulais comme me changer les idées. Puis c'est là un peu que la photo puis la moto est revenue puis embarquée. Mais c'est quand même dans mes plans de un jour le recommencer, juste parce que je sais que ça l'avait aidé beaucoup de monde qui voulait apprendre sur de la colo ou juste connaître le métier. Puis moi-même, j'apprenais beaucoup en revisitant certains projets que j'avais faits. Puis je trouvais qu'il y a une belle manière de critiquer son propre travail puis de ouais, ben c'est souvent c'est ça, comme être pédagogique dans son approche, ça se permet aussi de voir comme genre je connais-tu vraiment le truc de ce dont je parle, puis qu'est-ce qui me manque comme connaissance pour enseigner aux autres là. Fait, non, mais moi ça m'avait vraiment convaincu. ICU, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi quand j'avais gradué, puis je voulais travailler chez Shed, je voulais donc travailler là-bas puis tout, mais comme j'étais pas flemme artist, j'étais pas un expert de smoke et tout, fait que je suis jamais rentré dans l'eau, puis finalement j'étais plus monteur réalisateur. Ouais, ben je te dirais que chez Shed, les opportunités en post-production sont assez petites vu qu'on est une très petite équipe. Mm-hmm. Mais c'est une meilleure porte d'entrée, ça va être plus comme le 3D ou le motion ou des trucs comme ça. Puis maintenant, il y a justement d'opportunités dans plein d'autres compagnies qui n'avaient pas dans ce temps-là. Parle-moi donc, là, tu me disais, là, la photo est revenue pour te sortir de la tête de ta job et tout, là, mais toi, tes premiers contacts avec la production vidéo puis la photo, d'où ça vient? T'es-tu grandi avec une caméra dans les mains ou comme c'est quoi tes premiers contacts avec la production vidéo puis l'imagerie? C'est arrivé assez tard. Je te dirais que quand j'étais adolescent, j'essaie de retrouver les années, mais dans le temps que les CKY, les Jackass sont sortis puis que je downloadais ça. T'as quel âge, toi, Charles-Étienne? 33 ans.
T'as 33 ans, ok, ouais. Fait que c'est vraiment, t'étais ado quand c'était la grosse folie. Moi, mes parents voulaient pas que j'écoute ça, là. J'étais trop jeune. Puis le skate aussi, un peu. Je faisais du skate dans ce temps-là. Puis j'ai toujours voulu avoir une caméra photo et vidéo, mais dans ce temps-là, c'était beaucoup moins accessible d'avoir cet équipement-là. Puis mes parents, particulièrement ma mère, trouvaient pas que c'était plus difficile dans ce temps-là de dire, ah non, c'est pas juste pour un jouet comme un Xbox, là, si je veux apprendre puis peut-être en faire une carrière de ça. Bref, ça a été quand même long, mais je crois, quand j'ai eu 15 ou 16 ans, j'ai acheté ma première caméra photo qui était une 1 mégapixel. 1 mégapixel? Ouais. Puis, mon flip phone avait plus de mégapixels que ça. Yes. C'est capoté. J'avais une carte SD dedans de, je crois, 20 MB. Fait que, wow. Ça me fait sentir vieux un peu. Mais à partir de là, j'ai commencé à gosser dans Photoshop, puis prendre des photos d'un peu tout et n'importe quoi. Puis petit à petit, je me souviens de m'intéresser à aussi du graphisme, du motion design. J'ai appliqué... au début, j'aimais mes ordinateurs, je savais pas trop ce que je voulais faire, fait que je me suis inscrit en informatique dans le temps au cégep FX Garneau. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait absolument rien d'artistique, c'était de la programmation. Fait que j'ai changé de programme, je suis allé en création multimédia au Collège Mérissi. Puis là, déjà là, j'aimais comme tous les tutorials d'After Effects puis de Photoshop. Ok, cool. Fait que tout ce qui est plus, mettons, production vidéo, colo, tout ça, t'as vraiment appris sur le tas. Là. T'as pas fait un deck en post-prod ou une formation universitaire. Là. C'est vraiment comme... Ouais. En fait, comment la colo est arrivée, puis la photo a comme toujours fait partie comme de... C'est mon médium que j'ai toujours fait on the side pour le fun, puis quelques petits contrats aussi. Mais rapidement, j'ai voulu plus me diriger vers le motion design et ou la vidéo. En fait, j'étais jeune, je voulais juste faire tout, là, tout m'intéressait. Mm-hmm. Puis j'ai fait un cours à l'Institut Grasset qui est je me souviens plus du nom, mais VFX, là, en effet visuel, composition numérique, qui était dans le temps pour le logiciel Shake, qui est mort. Okay. Puis là, il fallait faire des courts-métrages aussi, puis j'en faisais déjà un peu par moi-même, puis la colo est comme née dans dans mes passions parce que j'ai comme importé mes techniques que j'utilisais dans Photoshop pour retoucher mes photos dans After Effects. J'essayais juste de faire le même look sur mes courts-métrages que je faisais pour mes photos dans le temps qui étaient soit des photos de landscape ou... Ouais, ben c'est ça, tu sais, à un moment donné, comme peu importe le logiciel que tu prends, de la colorimétrie, c'est de la colo, puis je veux dire, un masque, c'est un masque, puis à un moment donné, je veux dire, les outils se répètent, c'est peut-être le user interface qui change, mais le principe reste le même, fait que toi, t'as vu l'opportunité de passer de photo à vidéo comme si rien n'était, I guess, là. Ouais, puis en fait, au début, c'était juste pour mes propres projets. Moi, je voulais que mes courts-métrages qui look, là, que ça soit comme beau. Puis finalement, j'avais des gens autour de moi qui faisaient le court-métrage. J'étais comme, hey, tu peux-tu faire le look sur mon film aussi? Puis je suis comme, ben, OK. Puis après ça, j'ai appliqué à Concordia en film production. Puis cool. J'ai fait mon bac en film prod là-bas. J'ai réalisé, j'ai fait de la direction photo aussi. Puis finalement, plus le temps passait, plus je me rendais compte que ce que j'aimais plus, c'est la post-prod. Ça fitait plus avec ma personnalité. Puis okay. La colo professionnelle est arrivée un peu sur le tard parce qu'en fait, j'étais comme pillé sur un set d'une pub. Puis j'avais dit au producteur que j'avais une caméra, puis il s'en foutait un peu au téléphone. Mais quand je l'avais amené pareil, puis dans le temps, j'avais mon iPod Touch, je pense, puis j'avais montré mes photos sur mon iPod, puis il a dit « OK, tu vas faire les photos de plateau aujourd'hui. » Je les ai faites, puis le réal, il a aimé le look des photos. Le producteur m'a rappelé, peut-être, tu fais-tu de la colo? Peut-être, ouais. Wow. Puis finalement, c'était comme, moi, je faisais ça dans After Effects, comme en bedaine dans mon sous-sol. Là. Puis là, finalement, il fallait que j'aille dans une compagnie de prod, aller faire une colo avec un DA, un DOP, un réal, dans un logiciel, c'était Apple Color, dans le temps que j'avais jamais ouvert de ma vie. Là. Fait que j'ai comme acheté le livre 3 jours avant. Je le lisais encore quand le client est arrivé, puis finalement, ça a marché. T'as tenté le tout pour le tout, puis ça a marché, c'est malade. Ouais, mais je savais pas à ce moment-là dans quoi je m'embarquais. En y repensant, j'aurais peut-être été trop chicken pour faire de quoi comme ça, mais... T'avais un gut feeling, I guess, tu t'es écouté, puis tu
Mais je me demande, là, tu sais, on est parti de loin, là, tu sais, on est parti de genre le skate, Jackass et tout, tu sais, quand je check tes photos aujourd'hui, tu sais, il y a comme tellement de maturité qui est dans tes photos, puis tu sais, on dirait quasiment du photo-reportage. Y a-tu quelqu'un qui t'a influencé quand t'étais ado ou quand t'as appris la photo? Y a-tu des artistes, des modèles qui t'ont inspiré pour ton style ou c'est toujours été Euh, authentique à ce que toi t'avais envie de faire? je t'avouerais que j'ai pas eu vraiment d'inspiration autour de moi et j'avais pas de personnes artistiques dans ma famille ou dans mes OK. proches, mais Es-tu un peu le mouton noir de la famille? T'es-tu l'artiste à Noël qui vient rejoindre la famille ou ouais, un peu, ouais. C'est le, le petit gars de Québec qui est rendu à Montréal puis qui revient à Noël avec des tatous puis qui fait un métier que personne comprend. Euh, mais je te dirais que pour répondre à ta question au niveau du truc photo-reportage plus mature, euh, c'est comme un point tournant où la photo est comme revenue un peu plus dans ma vie, puis j'y ai comme consacré plus de temps. C'est en 2014, je crois. Ma copine dans le temps est en cinéma aussi et aussi en cirque. Puis elle faisait, pour une histoire courte, on était allé en Europe plusieurs fois, puis on avait rencontré des artistes de cirque tunisiens. Mhm. Puis c'était juste après la Révolution. Puis elle a vu vraiment un gros potentiel là, de projet documentaire. Fait que j'ai fait ça avec elle en tant que directeur photo. Mais c'était juste une toute petite équipe, là, juste elle et moi. Puis ça a duré plusieurs années. Puis en 2014 ou 2015, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est 2014. On est allé vivre en Tunisie un mois dans la famille de, du sujet principal du documentaire OK. qui s'appelle Rue de la Victoire. Puis c'est là que, tu sais, là, je faisais la direction photo, mais tu sais, c'était juste avec une petite 5D. Mais Ouais. à chaque fois que je filmais pas, ben, tu sais, je prenais des photos de la Tunisie, de la famille, de tout comme la culture autour de ça. Puis c'était vraiment spontané. Puis finalement, tu sais, c'est un projet que quand je regarde, que je me suis dit, OK, c'est à ce moment-là un peu que la photo, j'ai un peu plus OK, t'as comme réalisé le pouvoir que tu avais avec ton appareil photo de communiquer une histoire et tout. Là. C'est là que tu t'es rendu compte de tout le potentiel que ça avait. Là. ouais, ben tu sais, c'est en tant que coloriste, j'aime beaucoup la beauté ou l'esthétique, les couleurs, tout ça, mais pour moi, une photo qui va te raconter une histoire, te faire vivre quelque chose, c'est toujours. Ben, quand tu réussis à faire sortir ta sensibilité un peu à travers ton art, je trouve que c'est là que c'est le plus intéressant, puis surtout le plus c'est le plus payant. Je trouve que c'est ça qui est le plus le fun. Puis c'est sûr que là, maintenant, je fais un peu de tout. On s'entend que des motos, c'est moins sensible, mais quand mon but, ça va être plus de te faire sentir le thrill ou juste le fun ou la liberté que la moto apporte. Puis ça s'est comme multiplié à travers les road trips, le Mhm. voyage, puis Mais tu faire. sais, pour faire un pont sur ce que tu dis, tu sais, la moto, c'est sûr que sur le coup, une moto, c'est plus difficile de trouver comme une émotion, une sensibilité dans ça. Mais moi, comme quand je regarde ton contenu sur Road Shutter surtout, j'ai l'impression que tu es comme le porte-étendard de le lifestyle qui va autour de ça, le feeling, comme tu as dit, tu sais, tu fais rêver. Puis moi, je trouve que dans les magazines, puis dans les médias traditionnels où est-ce qu'on essaie de vendre le rêve de la moto puis de la voiture, tu sais, c'est toujours des œuvres qui sont super gros retouchées. Souvent sur les sets, j'en ai vu, on met beaucoup de flash, beaucoup de softbox, c'est comme du strobe photographie, puis c'est très, très, très retouché. Puis toi, j'ai l'impression que tu es capable de travailler avec la lumière naturelle, avec ce que la journée et la température te donne, puis tu es beaucoup plus proche, comme tu as dit, du trail puis du voyage que de la moto elle-même. J'ai l'impression que, dans le fond, là, comme vu que tu me racontes ton voyage avec la Tunisie et tout, là, on dirait que je comprends un peu plus ton rapport avec la photographie quand tu fais des road trips puis quand tu embarques sur ta moto. Je me trompe dessus ou? Non, non, c'est ça. Ben, surtout avec la lumière naturelle, puis aussi l'instant d'un moment. Dans le fond, que c'est plus ma spécialité. C'est pour ça que ça va se rapprocher un peu plus du documentaire puis du photojournalisme. Je dois t'avouer aussi, c'est parce que je suis vraiment pas bon avec des flashs puis en éclairage. Mais c'est sûr que c'est moins ma force, aller diriger quelqu'un. J'aime mieux comme être invisible. C'est ça qui
qui est pour moi qui est plus le fun, puis où je vais être le plus inspiré, comme un autre comme projet qui m'a remis beaucoup dans la photo, puis qui a un peu été le début de mon compte Instagram, quoi que c'est venu un petit peu plus tard, mais j'ai fait un voyage avec Clockwork, Samuel Guertin, qui est le propriétaire de Clockwork Motorcycles, qui fait des customs. Dans le temps, il faisait beaucoup de Café Racer, maintenant il fait plus des Harley. Puis il avait fait une moto qui avait été sélectionnée dans deux shows de moto, des festivals comme les festivals de films, mais pour la moto. Puis moi, je connaissais pas du tout ça. Avec un autre de mes amis qui est plus journaliste, on est parti sur la route là, pendant 3 semaines dans une van avec la moto en arrière, puis on se faisait des sandwichs dans la van, puis on était jusqu'à Portland, en Oregon, on est revenu jusqu'à Milwaukee. C'est là que j'ai comme revécu un peu la même chose qu'en Tunisie, juste de capter ce qui se passait selon la journée, puis la culture, puis juste on a vu des États là, vraiment comme le Nebraska où il n'y a rien, puis le Wyoming, puis des places comme ça. Puis c'est là que comme la liberté du voyage, puis la culture, j'ai appris beaucoup sur la culture de la moto aussi, que des fois on pense juste à des motards, genre des Hells Angels, puis tout ça, mais tu sais, ouais, mais je pense que l'image de la moto a beaucoup évolué avec les années, là, tu sais, on est très loin de ça, là, tu sais, du gang qui roule la moto ensemble, puis je pense qu'on voit ça beaucoup plus comme un moyen d'expression aujourd'hui qu'une menace quand on voit un groupe rouler en moto. Là. Je pense que ce stéréotype-là a l'air d'être derrière nous, en tout cas. Là. Ouais, ben il en reste encore un peu, puis c'est normal parce qu'il y en a encore, là, mais ouais, maintenant, surtout aussi depuis 2-3 ans, je te dirais, il y a tellement de femmes aussi qui roulent à moto que ça change beaucoup l'image là, du gars badass. Là. Il y a des filles très badass en moto, mais je veux dire, ça démontre que c'est accessible à tout le monde, puis c'est pas ouais, c'est ça une fait passion. du bien. Ouais, exact. Cool. Je te cacherai pas, là, pour l'entrevue, je t'ai stalké. Là. Je veux dire, c'est la recherche l'oblige. Là. Puis je te cite sur LinkedIn dans ton profil, il y avait une phrase intéressante. Tu as dit « As a colorist, I believe that my role is to translate feelings into color. » Puis j'ai trouvé ça beau, tu sais, mais bon, j'en fais de la colo de mon bar, fait que je comprends vraiment ce que tu veux dire, mais pour ceux qui connaissent moins ça, là, pour ceux qui nous écoutent puis qui connaissent pas l'univers de l'étalonnage puis de la post-production, peux-tu m'expliquer un peu comment qu'on fait ça? Tu sais, comme faire passer des feelings à travers les couleurs d'une image, tu sais, c'est quoi ton approche, ton procédé, comment tu fais? C'est une bonne question. Je te dirais que c'est assez intuitif. Fait que ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qui m'est présenté, tu sais, quelle sorte d'image que j'ai devant moi. Tu sais, je vais beaucoup me fier ou essayer de comprendre qu'est-ce que le ou la réalisateur a voulu faire comme projet. Je te dirais que c'est très différent la couleur au niveau des photos parce que ça va être mes projets à moi versus faire de la colo pour d'autres personnes. Mais pour te donner un exemple, c'est un peu des clichés, mais souvent ça fonctionne. Là. C'est des couleurs plus froides comme le bleu. Ça va toujours te donner une impression que c'est plus comme inquiétant ou lourd ou plus triste, mettons comme genre le Blue Hour, ça a quand même une certaine émotion, tandis que des couleurs plus chaudes comme le désert ou du orange ou juste comme dans mettons un sitcom ou une comédie, c'est rare que tu vas avoir une grosse colo. Ça dépend toujours du set design aussi, évidemment. Mais c'est rare que tu vas avoir même chose avec la luminosité, des gros contrastes. Comme si je pense à mes photos d'Islande, j'ai beaucoup de photos très contrastées, très bleues. Ça donne une impression plus angoissante ou plus sereine. Puis c'est un peu comme ça que je filais quand j'ai fait ce voyage-là. Là, j'avais vraiment besoin de vacances, puis ça allait un petit peu moins bien au niveau personnel. Puis j'ai booké ça comme dernière minute. Puis je suis parti une semaine toute seule faire un road trip là-bas en voiture parce que c'était l'hiver. Puis il y a plein, tu peux voir l'Islande, ça a été photographié par des milliers de personnes, puis tu peux voir autant des photos super happy que des photos plus dark et plus menaçantes. Fait que, le travail de ces couleurs-là, évidemment toute la saturation, une image qui est
plein de belles couleurs pop vont toujours être plus happy, plus réconfortantes. Mais c'est cool d'entendre ça. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils essayent de faire en sorte que tout est beau, tout va bien tout le temps et tout. Puis là, tu nous dis que tu étais dans une passe un peu pas difficile, mais une drôle de passe dans ta vie, puis que s'il y avait des photos qui étaient plus anxiogènes, un moment qui était plus anxiogène ou qui était plus stressant pour toi, ou que tu étais plus triste, mais tu n'as pas hésité de le faire transparaître dans tes photos. T'sais. Non, c'est clair. Puis c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est pas tout le temps la réalité. Puis ma page Road Shutter, quand tu me connais pas, tu peux penser que je suis toujours parti en voyage, puis que je suis toujours en moto, puis que j'ai des amis qui étaient comme coudonc, t'es rendu où, tu travailles ça encore, puis ça reste que c'est c'est pas une business parce que je le fais pour le fun, mais c'est sûr qu'il y a une certaine image, là, une certaine continuité qui va être. C'est pas ma page personnelle. Mais toi, tu considères-tu que tu as une signature visuelle dans ta colo, dans ta photographie et tout, puis si tu en as une, jusque où tu te permets de l'avoir dans ton métier avec tes clients sans prendre le dessus sur le message qu'eux avaient à véhiculer? C'est quoi la place que tu prends dans un projet pour garder ta signature? Ça va vraiment dépendre de quel type de projet, puis quel client, puis aussi où je suis rendu dans ma carrière. Présentement, j'ai un bon pourcentage. C'est plus le fun parce que j'ai un bon pourcentage des gens qui vont venir me voir, surtout en clip ou en court-métrage ou en projet plus artistique, qui vont venir me voir pour mon intuition en colo. Fait que là, je vais toujours écouter ce qu'ils vont me proposer comme référence. J'aime pas beaucoup travailler avec des références parce que je trouve que des fois, ça nous bloque d'avoir d'autres idées, mais en même temps, c'est aussi une bonne manière de travailler pour catcher qu'est-ce que ton client y aime. Fait que la plupart du temps, je vais y aller avec mon feeling, puis je veux pas dénaturer le projet, mais c'est sûr que moi, je vais aimer plus des choses un peu plus dark. Quoique là, la pub québécoise m'a fait enlever mes réflexes là-dessus un peu puis faire des trucs un peu plus doux. Mais je vais essayer le plus possible d'aller dans la direction que je pense qui est la meilleure, mais je vais toujours respecter un certain pourcentage aussi ce que la personne veut. Puis il y a certains projets aussi que tu le sais que la personne veut tel truc, puis après avoir proposé 2-3 affaires, ben là, c'est à un moment donné, tu choisis tes combats, puis tu te dis, bon, ben, je vais lui donner ce qu'il y a. Tu sais, je veux dire, je vais mettre moins de poudre de côté, puis mon ego de côté un peu, puis je vais deliver la marchandise. Là. T'es là pour ça aussi, tu sais. La business, c'est puis il y a des moments où j'avais une idée en tête, puis j'étais certain que c'était la bonne chose, puis ça va arriver. Des fois, j'essaie d'avoir 1 heure ou 2 avant que le client arrive, puis j'ai fait quelque chose que j'étais certain que c'était vraiment beau, puis selon moi, c'était beau. Puis que le client arrive, t'es comme, ah non, je voyais pas du tout ça, puis j'aurais plus vu tel truc, puis c'est sûr que sur le coup, tu fais, ah, fuck. Puis c'est arrivé des fois que je vais plus dans la direction qu'il pense, puis je fais, oh shit, c'est vrai que c'est une bonne idée aussi, puis ça me donne une autre idée. Fait que des fois, c'est des tremplins. Là, moi, j'amène quelque chose, puis l'autre amène quelque chose. Puis aussi, ça dépend combien de personnes qu'il y en a en pièce aussi. Là, des fois, mais tout ça, c'est relié vraiment plus à Shed puis ton métier de tous les jours. Mais si, mettons, on prend Road Shutter, par exemple, qui est ta page personnelle à toi, je me trompe-tu, tu as travaillé avec des marques comme Harley Davidson, tu as fait une couple de photos pour TomTom GPS. Je me trompe-tu ou c'est des marques avec qui tu as travaillé pour des mandats de contenu de marque? Ouais, c'est un peu travailler, je dirais plus comme collaborer. Ouais. Parce que en toute transparence, je fais pas d'argent avec ça. C'est comme des échanges de genre, je te paye un voyage, tu me donnes des photos. Là, ça ressemble plus à ça? Ça ressemble un peu plus à ça. Okay. Dans le cas, ça a commencé avec des marques de linge au début. Puis je le faisais pour des amis comme les Loups ou Motherfucker qui me donnaient des hoodies ou des t-shirts, des gants. J'ai aussi une marque quand le compte est commencé à être un peu plus gros, j'avais une marque Akinmoto en Australie qui m'envoyait des gants puis en échange.
je prenais des photos en roulant avec. Fait que, c'était win-win dans le sens que moi, ça me donne du gear, puis ça me donne de l'exposure sur leur page aussi, puis eux autres, ça leur donne des photos, mais des vraies photos dans le sens que moi, je fais de la photo, mais à la base, je suis un rider aussi, fait que c'est pas fake. J'aurais pas fait des photos de linge que je porte pas ou que j'aime pas ou d'équipements que je trouve qui... Non, puis tu t'as pas besoin d'une équipe autour de toi marketing pour te dire quoi faire. I guess que je veux dire, ils te font confiance. Là, t'es le rider, là, c'est comme... C'est ça, hein. Puis quand j'ai vu que ces trucs-là, ça marchait, je me suis mis à approcher certaines marques comme Bell, qui est pour les casques, puis ceux qui m'envoyaient des casques que je prenais en GoPro. Puis la plus belle surprise, ça a été Harley Davidson, là, que tu as mentionné. Là. Ça, c'était, au début, je pensais que c'était du spam, tellement que j'y croyais pas. Ouais. Mais, dans le fond, c'est qu'ils ont... souvent, c'est plus des press tours, fait que c'est avec des journalistes. Mm-hmm. Puis, dans les dernières années, ils ont ouvert ça un peu plus aux influenceurs, on va dire. Puis, ils m'ont invité 2 fois. La première fois, c'était dans les îles Canaries à Tenerife. Rien de moins, hein? Juste ça. C'est malade. C'est fou en plus parce que j'ai dormi 2 nuits, je pense. Là, j'ai passé plus de temps dans l'avion, je pense, que là-bas. Puis, dans le fond, c'est qu'ils sortent une nouvelle ligne de moto. Dans ce cas-ci, c'était le Sports Glide. Puis, tu arrives là, puis tu vas rider toute la journée. Puis tu as des journalistes, eux autres sont là pendant une semaine, puis ils m'ont invité le Canada, après ça l'Italie. Fait que j'étais avec des Canadiens. Principalement c'était des journalistes, puis on se promenait. Puis j'avais pas un contrat, mais c'était sous-entendu que j'allais prendre des photos en GoPro, puis en plugger sur mon Instagram, puis en même temps faire des reviews un peu, puis juste donner mon feeling. Enfin, eux autres, c'est qu'ils cherchent à avoir... moi, j'avais mon reach, c'est plus comme des jeunes, puis autant plus des gars, mais autant des gars que des femmes quasiment. Puis c'est plus comme lifestyle. Fait que c'est moins le moteur, tant de CC, blablabla. C'est plus comme le feeling. Puis, mais toi, tu dis, tu sais, Road Shutter, tu vis pas de ça. Tu sais, je pense pas qu'à cette étape-ci, même si tu vends des prints et tout, tu l'as dit, c'est pas ton revenu principal. Mm-hmm. Mais même à ça, est-ce que tu es prête à pas dénaturer ton travail, mais quand tu prends des ententes comme ça avec des marques, jusqu'où tu es prête à te plier à leurs paramètres puis leur faire plaisir versus dire, ben, regardez, c'est comme ça que je fais mon contenu, puis si ça vous plaît pas, ben, allez voir un autre influenceur, là. C'est un peu ce que je fais. Comme je t'avouerais qu'ils m'ont jamais demandé un peu plus comme si. J'ai jamais eu de commentaire en fait. Ils ont toujours accepté ça tel quel. Puis c'est ça la beauté du reach d'Instagram, c'est qu'ils viennent me chercher pour ce que je fais. Donc ils veulent ce que je fais. Fait que c'est ça qui est très différent de la pub en colo. Le seul que je suis allé un petit peu plus conservateur, c'est TomTom pour les GPS qui m'avait approché pour avoir leur GPS. Là. Puis là, c'était comme plus formel, comme OK, ça va prendre 2 posts, 3 stories. Faut qu'on voit le produit. Mettons, tant de pourcentage de la photo doit être alloué au produit. Ça en prend une pendant que tu roules, ça en prend une pendant que tu roules pas. Mais c'était toutes des choses qui avaient du sens que j'aurais fait de toute façon. J'ai toujours senti que j'avais vraiment une grosse liberté pour ce genre de contenu-là, même avec des grosses marques comme Harley Davidson. C'est-tu plus payant dans ce temps-là, mettons, quand tu fais la pub pour eux autres, puis en plus que tu utilises ton feed, est-ce que tu peux charger plus ou avoir plus de donanes pour ça? Est-ce que comme je te dis, moi, je le fais juste en collaboration. Fait que en trade, ouais. Okay. Ouais, je charge pas pour ça. Il me semble qu'il y en a un que j'ai chargé. Ça y va plus par post. Fait que tu vas... I guess, faut que tu prouves ton reach avec tes stats. Puis... Toi, tu checkes-tu beaucoup ça? Tu passes-tu beaucoup de temps à regarder tes statistiques, puis ton audience, tes statistiques comme tes points d'impression, tes likes, ou comme tu y vas go with the flow? Puis, Au début, puis en fait, c'était juste pour le fun, ce projet-là, parce que j'avais comme... Au début, je mettais des photos sur mon Instagram perso, puis la majorité du monde sur mon perso s'en sac un peu des motos. Fait que c'est pour ça que j'avais commencé ce compte-là. Ouais. Mais ça a comme explosé là en 1 an. Puis il y a un moment où je checkais vraiment beaucoup. OK, tel type de post, ça pogne plus. Puis si je mets tel tag, ça va marcher. J'ai eu tant de followers, j'en ai perdu de temps.
Mais à un moment donné, ça devient pas un peu inoptisant, ça devient pas un peu dérangeant de te dire que tu passes plus de temps à checker à qui tu fais plaisir, puis comme ton reach, plutôt que de juste faire ce que tu as envie de faire, tu sais. Ouais, mais c'est exactement la conclusion que Que t'as tiré de ça, ouais. Ouais. Puis aussi, je suis devenu comme écœuré. Genre, je passais trop de temps sur Instagram, puis c'est lui, il fait ça, je voudrais que je le fasse. Puis j'ai mis. Tu sais, j'avoue que dans les 2 dernières années, je suis beaucoup moins actif là-dessus. Puis là, je recommence un peu parce que avec la pandémie, j'ai mon projet de print là, que je fais à la maison, puis que j'essaie de promouvoir à travers mon Instagram, parce que je me dis, tu sais, la plupart des gens aiment mes photos et la moto, fait que ça peut être un bon public. Mais j'ai vraiment laissé ça de côté parce que je crois qu'il y a un côté un peu malsain avec les réseaux sociaux. Ouais, c'est qu'à un moment donné, tu deviens quasiment plus obsédé. Moi, ça m'est arrivé, là, j'avais un compte Instagram de photos de comme, je pense que j'étais rendu à comme quelque chose comme 12 000 followers puis tout. Puis, tu sais, je passais plus de temps à regarder qui likait puis qu'est-ce qui marchait le mieux sur Instagram plutôt que de juste m'écouter, tu sais. Puis t'as raison, ça devient malsain. Il y a comme quelque chose là-dedans qui prend le dessus à un moment donné sur notre esprit créatif que tu te dis, voyons, c'est pas pour ça que je le fais, tu sais. Ouais, exact. Puis, tu sais, moi, mon compte, il a grandi à cause de la moto puis du voyage. Puis, je prends des belles photos de petites fleurs aussi là, que genre j'aime bien puis je voudrais mettre là-dessus. Mais c'est sûr, si je mets ça là-dessus, je vais perdre genre 120 followers. Là. Fait que tu te dis, OK, je me censure moi-même, mais c'est ça qui est tricky avec Instagram, c'est que c'est très niché. Là. Fait que quand tu as un public, faut pas que tu le déranges trop. Puis, c'est sûr que c'est une belle plateforme. Moi, ça m'a donné des super opportunités, des séquences de voyage, de gear, de rencontrer plein de gens, puis de me faire des contacts internationaux. Mais ça a son downside là, de vraiment être très éphémère, puis aussi, faut quasiment que tu te crées un compte par style, si jamais, si jamais t'es très diversifié. Là. Tu sais, on est passé, toi, quand tu as commencé vraiment à prendre la photo plus sérieux, tu me parlais de la Tunisie, tu avais sûrement un 5D Mark II, 5D Mark III, tu sais. Tu sais, puis la 5D, c'est une caméra qui a blow out en 2008, je pense. Ça a été lancé en 2008, ça fait quand même déjà 12 ans. Puis tu sais, aujourd'hui, on est rendu avec des caméras compactes comme Fuji font la X100F, GoPro Hero 5, tu sais, c'est des caméras qui donnent des qualités d'image exceptionnelles que, là, comme 10 ans, il fallait avoir un full frame absolument pour faire ça. Toi, tu penses-tu que c'est une bonne chose que la technologie soit de plus en plus compacte et accessible, ou t'es comme un puriste qui est un peu à l'encontre de comme ça devrait pas être aussi démocratisé comme la photo? Ou... c'est sûr que le fait que ça soit démocratisé comme ça l'amène plus de compétition. N'importe qui, même en jeune âge, peut rentrer dans ce métier-là. Parce que, tu sais, Master, principalement, mon appareil photo, c'est un iPhone, tu sais, fait que c'est capoté. Là, je veux dire, les téléphones sont en train de battre les entrées de gamme des DSLR. Là. Ouais, mais pour répondre à ta question, je suis vraiment pas un puriste, puis je pense que la question la plus gossante qu'on peut me poser, je sais qu'ils font pas exprès les gens quand ils me demandent ça, mais ils voient mes photos, puis c'est comme, ben quoi tu shootes? Puis pour moi, c'est tellement pas important ta caméra. On s'en fout. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est très technique. Là. Peu importe ce que toi t'aimes puis qui va arriver au résultat que tu veux. C'est l'important, c'est le résultat, là, puis c'est la photo. Puis je te dirais que ça prend, moi, vu que je fais du large format, ça me prend quand même une bonne caméra pour avoir une bonne résolution. Mais tu sais, moi j'ai encore ma vieille 5D Mark III là, ça date, je sais pas, de 2012 que c'est sorti cette caméra-là. Ouais, mais tu sais, ces caméras-là, ils vieilliront vraiment jamais. Je veux dire, c'était tellement malade la qualité de l'image quand c'est sorti. C'était avant leur temps que ça va prendre du temps avant de dire OK, ben là, la 5D est plus d'actualité, tu sais. Ouais, ben je verrais pas pourquoi elle ne serait plus. Ça reste de la photo, c'est de la photo. J'ai acheté une autre caméra depuis juste parce que je voulais quelque chose de compact, la petite X100F là, dont tu mentionnais. Ah, tu l'as? Ouais, j'ai acheté ça il y a 2 ou 3 ans. Puis c'est ça, je l'ai acheté parce que justement, je voulais avoir quelque chose que je traîne un peu plus souvent avec moi, puis surtout en moto. Des fois, tu veux pas traîner à 5D. Puis moi, je shoot juste avec des primes presque, là, fait que j'ai pas de zoom, là, fait que ça fait quand même beaucoup de gear à traîner.
Mais j'ai été vraiment épaté par cette petite caméra-là. OK. Fait que toi, tu considères, je t'écoute, toi, tu considères que l'évolution technologique de la caméra puis la miniaturisation, là, comme ça te permet de faire des photos que tu n'aurais pas pu faire avant, toi, dans le fond, ça t'a permis d'aller plus loin, là? Oui, surtout la GoPro aussi, parce que toutes mes photos en rider, là, mais... Ah ouais, c'est une GoPro, ça? C'est une GoPro, hein. Wow, c'est capoté. L'image est cinglée, là. Ouais, ben c'est... on dirait que les gens n'ont pas encore catché la puissance des photos de la GoPro. On voit juste du vidéo. Mais c'est ça, moi, j'ai un setup que je mets la caméra comme sur le menton un peu de mon casque. Puis, ce qui est poche, c'est que tu peux pas régler le shutter speed. Fait que j'étais un peu déçu quand je l'ai acheté. Je roulais à 120 sur l'autoroute. Tout était sharp. Là. Je pourrais lire la marque du pneu sur le char à côté de moi. J'ai trouvé des... je l'avais juste l'air d'être figé. Fait que j'ai trouvé des petits ND comme d'une marque chinoise là, vraiment louche. Là, puis finalement, ça s'est rendu jusqu'à chez nous. Parce qu'il n'y avait rien je trouvais absolument rien. Puis avec ça, avec le verre fumé que tu mets devant ta lentille, il faut qu'il mette son exposition plus lente. Fait que là, c'est comme ça que tu as comme l'effet de flou, là, de mouvement. Ouais, c'est malade. Fait qu'avec, je mets selon la température, je mets ça en ND32 ou ND16, puis ça va obliger la GoPro à utiliser un shutter qui va être selon la température autour de 1/60e ou 1/120e, ce qui donne aussi une espèce de fausse profondeur de champ parce que ma moto est super sharp vu que ça bouge pas vu que je suis dessus, puis tout le reste défile. Moi, ces caméras-là, cette technologie-là m'a permis de prendre des photos que j'aurais jamais pu prendre avec avoir un setup hyper complexe. Puis en plus, moi, je le mets sur time-lapse, fait que ça me prend des photos aux 5 secondes. Je déclenche pas. Fait que tu y penses même plus. Toi, tu roules, tu vis ton trip, puis ça prend des photos tout seul. Ouais. Ben, j'y pense un peu parce que je sais dans quel angle je vais me placer pour qu'on voit. C'est rendu un peu un instinct parce que je peux pas voir mon framing. Mais je pense que toute la démocratisation, c'est super bon. Si je fais un parallèle à quand moi j'ai commencé puis je voulais avoir une caméra, c'était à part si tes parents t'en achetaient, c'était pas possible. Là, c'était super cher. Puis les gens voyaient ça comme quelque chose de prestigieux. Là, puis moi j'aurais voulu. Si j'étais adolescent là à notre époque, c'est clair que j'aurais déjà soit mon iPhone ou une caméra pas chère, puis j'aurais pu, puis déjà comme Photoshop, puis un laptop, puis des logiciels que tu peux payer ou cracker, là, mais pas cher. Là. Fait que je pense que c'est vraiment cool pour la génération qui sont nés avec ça, puis que c'est aussi accessible pour apprendre. Puis, c'est vraiment une belle époque pour être photographe. Là, comme tu as dit, c'est rendu vraiment accessible à tout le monde. Fait que c'est plus la question de j'ai pas l'argent d'être photographe. Non, demain matin, tu peux travailler ton œil si tu as envie. Là, c'est sûr qu'au niveau de la business puis gagner sa vie après ça, parce que moi je fais des photos professionnelles, mais je suis pas un professionnel dans le sens que je paye pas mon loyer avec ça. Mais ça va. C'est sûr que le fait que c'est très accessible va amener tout le monde peut un peu dire qu'ils sont photographes parce qu'ils se sont achetés une caméra. Fait que ça va amener faut que tu te démarques encore plus, mais je pense que il y a plus de points positifs que négatifs là-dessus. On reparlera de photos un peu plus tard. Là, je voulais qu'on parle de moto un petit peu. Parce que quand même, Road Shutters, ça reste que c'est le sujet principal. Là, c'est la moto puis tout son style de vie qui va autour. Je me demandais, ta passion pour la moto, toi, t'es-tu le genre de gars qui aime ça gosser avec ta moto puis te mettre les mains dans l'huile, puis triper de mécanique, ou bien tu touches pas à ça puis t'es vraiment quelqu'un qui s'occupe de rider puis tu passes à l'époque à quelqu'un de plus qualifié que toi pour gosser sur ta moto? Comme en photo, je suis vraiment pas technique. Fait que c'est vraiment pas mon trip d'aller gosser dans une moto. Mes premières motos, c'était des vieilles motos vintage là, des années 80 puis même 70. Fait que j'avais comme pas le choix d'être débrouillard puis de désarranger quand ça pétait. Là. Ouais, de faire des petits trucs là, comme pour patenter, là, si on veut dire. Mais j'ai jamais été un gars très manuel au niveau de la mécanique. Ça m'a jamais vraiment attiré. Puis la moto m'a plus attiré pour son lifestyle, la liberté que ça l'offre, puis juste le plaisir de rider, puis
de se faire plein d'amis dans ce domaine-là. Puis l'esthétique aussi, là, les café racers, c'était vraiment populaire dans ce temps-là. Là. Il y a vraiment eu une passe. Il y a vraiment eu comme un... Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu un hype café racer. Là, 2 ans, tout le monde en avait un. C'était capoté. Là. Ouais, puis là, tout le monde a catché que ça pétait tout le temps. Voilà. Mais non, c'est ça. C'est beaucoup plus le plaisir de rider, puis faire de la photo en même temps, planifier mes voyages en fonction de les faire en moto, que de modifier ou de travailler sur la moto. Il y a aussi c'est parce que je suis en appart, puis même ça, je suis en condo, mais j'ai jamais eu de maison avec un garage où j'avais de l'espace. Fait que tous mes petits trucs que j'ai faits, c'était sur le trottoir. OK. C'est quoi, tu me disais, c'est la liberté que ça t'offre, la moto. Tu penses que ça t'apporte... C'est quoi le plus grand bénéfice que la moto t'apporte dans ta vie? Tu sais, y a-tu quelque chose de spirituel là-dedans pour toi de faire de la moto puis faire des trips, tu sais, comme ça contribue-tu à être une meilleure personne pour toi? Ça... Ouais, c'est un peu paradoxal. Quand je fais de la moto, surtout plus en voyage ou des long rides, c'est comme méditer, mais en faisant quelque chose de dangereux. Fait que c'est pour moi, tu sais, je suis vraiment dans ma tête quand je fais ça. Tu sais, moi, j'ai pas de, je ride beaucoup seul, puis aussi quand je ride avec des amis, on n'a pas de Bluetooth là, pour se parler. Là. Fait que, tu sais, t'es dans ta tête, tu te concentres sur la route, puis c'est là que je vais réfléchir le plus. Que si je me sens plus anxieux, ça va me replacer un peu ou ça va me donner des idées pour des autres projets. C'est vraiment comme... Puis surtout quand tu pars en road trip et que tu découvres le paysage, c'est méditatif. Là. C'est très différent qu'en voiture parce que il y en a pas de fenêtre. T'es dedans, tu sens l'air, tu sens le vent. C'est vraiment différent. Puis pour moi, ça m'amène vraiment un sentiment de lâcher prise, puis de thrill en même temps, parce que tu sais, c'est quand même dangereux dans le sens, je veux dire, pour avoir déjà fait un accident, ça peut être très dangereux, mais c'est en même temps très relaxant. Fait que c'est deux opposés que je trouve très le fun de vivre en même temps. Puis c'est comme la photo, t'es-tu le mouton noir dans la famille t'es-tu le seul qui fait de la moto puis qui tripe là-dessus ou t'as grandi avec ça quand t'étais plus jeune? Mon père, il a eu une moto, mais avant que je naisse, il m'en avait déjà parlé un petit peu, mais non, j'ai jamais été autour de personnes qui faisaient de la moto autour de moi. Non, je pense que je suis encore le mouton noir là-dedans. OK, fait que tes premiers contacts avec la moto, c'était quoi? Un de tes chums en avait une, puis à un moment donné, tu t'es intéressé à ça ou? Ouais, moi je ride depuis 2014, je pense, ou 2015. Puis j'ai un de mes amis, directeur photo, c'était dans le boom là, des café racers, là, qui a fait son permis. Puis j'ai un collègue chez Shed français qui faisait de la moto en France, puis on travaillait un peu dans le même bureau. Puis lui, il m'a dit, moi, je vais refaire mon permis ici. Puis il m'en parlait, tout ça. J'ai juste, sur un coup de tête, j'ai fait, j'ai vu comme tout ce que je te décrivais tantôt, là, qui m'attirait envers la moto. Puis je me suis dit, let's go. Puis c'est aussi un moment dans ma vie, à ce moment-là, où j'avais besoin comme de changement. Puis la moto, c'est arrivé à ce moment-là. Puis après ça, il y a eu le boom à Montréal, que peut-être 1 an ou 2 après, que tout le monde s'est mis à faire de la moto. Fait que c'est resté comme... C'est quelque chose qui est arrivé de manière soudaine puis qui est resté dans ma vie. Dis-moi donc, tu sais, là, moi, je viens de faire mon examen de moto théorique comme il y a 2 jours, là, tu sais. Je commence à peine à m'intéresser à ça puis à plonger dans l'univers de la moto. Je me demandais, tu sais, mettons, comme quand tu vas au Fooligan ou, tu sais, dans des événements, des showrooms, est-ce que l'univers de la moto, il y a de la camaraderie ou c'est plus comme les gens se font de l'attitude à savoir c'est qui a la plus grosse moto dans la gang? Tu sais, c'est quoi la vibe de ça quand tu vas dans des communautés de moto? Ça dépend vraiment lesquels tu fréquentes. Moi, je suis quand même un lone wolf, fait que je suis pas si souvent que ça dans des événements. Mais au début, j'y allais beaucoup. Puis c'est vraiment un milieu, en tout cas de mon expérience, très inclusif. Puis il y a
vraiment pas de compétition. Là. C'est sûr que si tu t'en vas dans des regroupements plus de racer ou de gars un peu plus show-off qui font du straight racing puis tout ça, ça doit être différent. Mais moi, j'ai comme c'est moins dans ma vibe. Là. Mais je te dirais que c'est pour ça aussi que j'aime autant le domaine de la moto, c'est que ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont devenus mes amis que j'aurais jamais comme pensé puis avoir des affinités. Justement, là, des gars là, de shop là, qui gossent sous des bicycles que je me suis dit, genre, moi, j'ai pas rapport avec eux autres. Puis finalement, tu vas à des événements, puis tout ça, tu crées des liens avec des gens qui sont très différents de toi. Puis ce qui est au milieu de ça, c'est toujours la moto. Fait que c'est une passion qui peut unir vraiment autant un petit jeune qui vient de commencer qu'un vieux mononcle qui va te raconter ses road trips. Puis, la moto va vraiment, si tu fais des voyages de moto, puis surtout si tu es seul, tu vas rencontrer des gens juste à cause de la moto. Mon premier voyage de moto, c'était à Las Vegas, puis je suis allé jusqu'à Death Valley. Puis je suis arrêté à un moment donné dans un spot que je trouvais beau pour aller prendre des photos. Puis j'étais en moto, évidemment, puis il y a un monsieur qui me dit moi, je suis venu ici en 1970, blablabla, puis qui serait jamais venu me parler si j'étais pas en moto. Même chose, tu t'arrêtes pour tanker, puis il y a un gars dans son pick-up qui est comme, c'est quoi ta moto? Moi, je roulais ça. Tu t'en vas où? Il y a vraiment un sentiment de famille avec la moto, puis tu vas voir aussi quand tu vas commencer à en faire sur la route que tout le monde se dit salut en moto. Quand tu dis Las Vegas, c'est-tu ton road trip dans le Nevada en 2015, décembre 2015? C'est-tu ce voyage-là? Exact. Ouais. Ça, là, c'est vraiment mes photos préférées, là, parce que je te cacherai pas, quand on finit l'enregistrement, moi, je me commande un print ou deux sur ton Etsy. Là. Moi, je capote sur les photos du Coyote. Là. J'y trouve tellement belle. Mais c'est une bonne anecdote en passant, celle-là, je pourrais pas. Ah ouais? Ben, c'est vrai ça, je m'étais demandé, c'est quoi ce moment-là? Parce que le Coyote, il a pas l'air bien d'avoir peur de toi. Là. Il a l'air chill, en fait. Là. Ouais, je te dirais que ça, c'est vraiment mon plus beau moment de voyage. C'est ce moment-là. Pour te mettre en contexte un peu, en 2015, j'avais quitté Shed pour aller à la Pige. Je venais juste de vivre une séparation avec ma copine dans le temps, que ça faisait très longtemps que j'étais avec elle. Fait que j'étais vraiment comme en mode transition, puis j'avais comme perdu mes repères un peu, puis j'étais chanceux d'avoir commencé mon permis quelques mois avant ça. Fait que j'ai comme décidé, let's go, je m'en vais en road trip de moto avec très très peu d'expérience, puis j'y vais tout seul. Fait que c'était vraiment comme un peu une thérapie pour moi de faire ce voyage-là. Ouais. Enfin, moi, j'avais un hôtel dans le vieux Vegas, là, d'ailleurs, Vegas, c'est un endroit vraiment nice, là. Des fois, on pense que c'est juste la strip, puis moi, je suis rempli de préjugés envers Las Vegas, là. Je suis jamais allé, mais probablement que tu pourrais me démentir, là. C'est fou, là, la culture là-bas, là. C'est sûr que si t'es juste sur la strip, là, tu vas voir c'est juste des bachelorettes puis des trucs comme ça. Mais le vieux Vegas, là, c'est comme un mélange de Hushlag puis du Myland, mais aux States. Là, c'est une communauté artistique vraiment, vraiment cool. Puis aussi, les gens se tiennent serrés parce que, tu sais, il n'y a rien, là, c'est un désert. Là, fait que les locaux sont spéciaux. Mais bref, je faisais toujours des loops. Là, je partais le matin puis je revenais le soir. Puis une de mes dernières loops, c'était d'aller jusqu'en Arizona puis revenir après ça à Vegas. Puis je roulais, puis je l'ai en vidéo parce que ma caméra, ma GoPro, elle roulait, puis j'ai vu un coyote juste sur le bord de la route. Je me suis arrêté tout de suite, puis j'ai oublié que ma caméra roulait. J'ai mis la béquille, puis j'ai sorti ma 5D. Puis là, il a eu peur un peu de moi, il me montrait ses dents. J'adore les animaux, là, n'importe quel animal. Là, je suis vraiment un crazy cat dad. J'avais un coyote devant moi, puis j'ai remarqué qu'il y avait comme une grosse cicatrice sur sa tête. Je me dis, soit il s'est fait frapper par une voiture ou il s'est fait battre par un autre animal. Puis là, j'essayais, je sais qu'on n'est pas supposé de faire ça, mais je l'ai fait pareil. Là. J'avais des Pringles dans mon sac, fait que je vais essayer de le nourrir. Puis j'ai mis des petits tas de Pringles, là, il s'approchait tranquillement de moi, puis là, il repartait, puis j'ai réussi à prendre des photos, mais il était tout le temps quand même assez loin, puis j'avais pas de zoom, j'avais juste ma 50. Après peut-être une demi-heure, j'ai réussi comme
à le mettre en confiance. Puis juste, il a même mangé là, des chips dans ma main, puis j'ai pris cette shot-là comme ça. Wow, c'est bien malade. Puis tu sais, c'est un voyage que j'avais passé, ça faisait une semaine que j'avais passé tout seul, puis tu sais, je voyais pas de monde, moi je roulais, puis le soir je retournais, j'étais brûlé, j'allais me coucher, je repartais, fait que c'était quand même un moment le fun où tu sais, je me sentais, c'est comme si je m'étais fait à un ami, mais tu sais, c'est un animal. Je suis resté ben trop longtemps avec lui, puis je me suis perdu après parce que je suis revenu le soir, puis j'avais pas mon GPS dans le désert, ça pognait plus, mais ça valait la peine. Ça valait la peine, yes. Dans le fond, c'était un voyage tout seul, pas si tout seul que ça, finalement. T'as fait des belles rencontres, là. Ouais. Cool. Je me demandais, en terminant, là, Road Shutter, qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est... Parce que là, tu me racontes ton histoire au Nevada et tout, fait que, évidemment que je pense qu'en 2015, Road Shutter n'existait pas. Non. Fait que, tu sais, évidemment, tu faisais déjà du contenu, mais je me demandais, là, en ce moment, est-ce que le contenu vient naturellement par toi-même ou il faut que tu te mandates, il faut que tu te craignes pour créer du contenu parce que tu as comme une responsabilité de maintenir ta page? Tu sais, c'est quoi en ce moment ta relation avec ta page? Ben, comme je t'ai dit, la page est un peu moins active qu'elle l'était. Fait que là, faut plus que je me motive à faire du contenu. Puis c'est pour ça que comme des fois, j'aime un peu moins Instagram parce que pour moi, créer puis faire de la photo, ça marche pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui est très prolifique. Là. Ça se peut que des fois, pendant des mois, je touche pas à ma caméra. T'sais, ce qui est venu en premier, en 2016, j'avais un projet avec un ami de starter un blog puis éventuellement un magazine. Ça s'appelle One Land. Je sais pas si... Ouais, dans ma recherche, j'ai vu que tu avais écrit 2 articles pour eux autres. Ouais. En fait, au tout départ, j'ai créé ça avec Charles-Édouard, qui est journaliste, puis moi, je m'occupais de toutes les photos. On a créé le projet pendant le road trip en van avec Clockwork. Puis moi, je voyais vraiment ça comme plus... un peu comme le magazine Iron Air ou B-Side, mais qui n'existait pas dans ce temps-là, mais quelque chose de vraiment plus axé sur du visuel, puis des histoires, puis du photoreportage. Finalement, One a pris plus la direction de faire des événements, puis d'être plus comme une communauté événementielle qui ont très bien réussi. Puis moi, ça me convenait moins, fait que j'ai pas vraiment de force là-dedans. Ouais. Fait que j'ai décidé de quitter le projet. Puis ça m'a pris quelques mois pour essayer de savoir quoi faire avec ça. Puis finalement, je pense que peut-être 1 an ou et demi plus tard, j'ai décidé de faire mon compte Instagram Road Shutter puis de faire un peu ce que je voulais faire avec OneNow, mais juste en photo sur Instagram. Ça te fait chier, toi, des fois, tu sais, il y a beaucoup de pages de reposts de motos, tu sais, comme Café Racer, il y en a énormément, mais tu sais, il y a beaucoup de pages sur Instagram qui repostent des photos. Toi, quand quelqu'un reposte ta photo, est-ce qu'il te le demande avant ou ça cause du trouble? Il faut que tu écrives pour dire, hey, s'il te plaît, tu sais, je peux savoir les credits ou. Ouais, il y a comme du bon puis du mauvais là-dedans. Moi, j'ai eu beaucoup de positifs avec les pages de repost parce que ça m'a aidé à grossir mon compte, là, vraiment beaucoup au début. Comme je prenais beaucoup de photos d'Harley, surtout des Dyna, puis il y a énormément de pages de Dyna. Fait qu'ils m'ont fait beaucoup de reposts, puis la plupart me créditaient. Fait que si toi t'étais un fan de Harley Dyna, puis t'allais sur telle page, puis là tu voyais ma photo, tu cliques sur mon crédit, puis là tu vois que j'en prends des photos de ça. Fait que, naturellement, les gens me followaient. Mais c'est sûr qu'il y a vraiment... c'est pour ça que pour moi, Instagram, oui, c'est de la photo, mais c'est un peu malsain dans le sens que c'est la culture de l'instantané. Ouais, l'économie de l'attention qu'on dit. Ouais, non, c'est ça, c'est encore mieux dit. Mais tu sais, j'ai souvent des amis qui me taguent en commentaire comme WhatsApp, je vais voir, puis c'est un compte de repost qui repost mes photos sans crédit, puis tu à un moment donné, t'arrêtes de te battre avec ça parce que... Ouais. Mais c'est un peu un fléau, je trouve, parce qu'il y a des gens qui font de l'argent, tu sais, qui monétisent leur compte sur le dos des photos des autres. Puis je trouve que c'est le côté le plus nocif des réseaux sociaux, c'est qu'on a de la misère à protéger nos propriétés intellectuelles puis nos œuvres, tu sais, parce qu'il y a personne qui regarde de qui ça vient. Puis tu sais, le gars, il peut bien reprendre tes photos puis les photos de 4 comptes de motos qui existent, puis après ça, vendre des services à Triumph ou Harley, tu sais. Puis je trouve que je trouve ça plate, en fait. Je trouve qu'il y a comme un manque de responsabilité d'Instagram et de Facebook de ne pas protéger les œuvres et les posts des gens, là. Ouais. Ben, je pense que ça fait un peu partie de la game, puis eux autres, à la base, ils n'ont pas prévu que ça allait devenir comme ça. Mais c'est pour ça que
j'ai tendance à moins donner d'importance là, à des photos que je mets sur Instagram, vu que au moins c'est vraiment une résolution basse, un peu de merde. Fait que il y a personne qui pourrait, je sais pas, les vendre ou. Ouais. Mais oui, je vois des gens qui leur business qui vendent des t-shirts avec des slogans de moto ou n'importe quelle cochonnerie, puis ils grossissent leur compte avec le stock des autres, en créditant ou en créditant pas, ça revient quand même que tu... Mais c'est de capitaliser sur le travail des autres, là. Ouais, ben c'est ça, tu crées ton identité à partir de celle des autres, fait que c'est un peu un scam. Mais c'est ça, c'est les réseaux sociaux, puis à ce niveau-là, je suis comme... faut que t'acceptes de jouer le jeu, mais oui, au niveau des artistes, c'est un peu frustrant. Charles-Étienne, je te remercie beaucoup pour ton temps, c'est super apprécié. Moi, j'ai trouvé l'entrevue super enrichissante. Je me demandais, c'est quoi la suite pour Road Shutter en terminant, ou comme si c'est pas Road Shutter, si c'est un autre compte, un autre projet, c'est quoi la suite? Là, je suis vraiment à temps plein presque sur mon projet de print shop sur Etsy. Fait que c'est là, je tente le terrain, voir si mon compte, il va y avoir des gens à s'intéresser pour aller sur le store puis en acheter. Mais c'est sûr que je réfléchis à peut-être me faire un autre compte avec mes photos, plus que ce soit du landscape ou des trucs moins entre guillemets badass que de la moto. Ouais. Que ce soit des fleurs ou juste des plantes. Là. J'explore toutes les avenues de photos. Cool. Mais pour l'instant, est-ce que les prints, y a-t-il une bonne réponse à ça? Parce que moi, j'ai l'impression que ça a l'air à se vendre, en tout cas, là. Ouais, mais ça fait quelques jours que mon store il est en ligne, puis j'ai eu des commandes d'inconnus. Fait que ça, je suis vraiment content. C'est sûr que là, je l'ai publié sur mon Instagram, vu que c'est pas local. C'est un peu c'est pas associé à Montréal, vraiment, mon compte Instagram. Mais j'attends un petit peu. Mais en fait, je vais probablement le faire demain ou la semaine prochaine, mais je veux le publier sur mon Facebook personnel. Mais comme tu sais très bien de ce temps-ci, le climat sur les médias sociaux de dénonciation. Il y a eu le Black Lives Matter avant, les dénonciations d'agressions sexuelles et des conduites sexuelles dans le milieu artistique et partout. Puis je me disais, moi, je trouvais pas ça legit de se faire de l'autopromo puis de prendre de l'espace dans les médias. Non, c'est ça, je pense qu'il y a un temps à tout, puis là, c'était pas le temps de se mettre de l'avant nous-mêmes. Là. Il y avait des gens qui avaient beaucoup plus besoin de l'attention, comme on dit, puis de faire passer un message. Là. Fait que je comprends ton move, en fait, c'est très respectable. T'aimerais-tu ça en vivre un jour de ça, de vendre tes photos? Tu te valorises-tu à travers ça, ou comme c'est quoi ton projet, en fait, à long terme? La photo, j'ai comme toujours refusé parce que j'ai eu souvent des offres de contrat, puis j'ai même eu des appels d'offres là, pour des gros projets avec Harley puis Indian pour aller faire les shoots là, pour leur catalogue de l'année. Puis j'ai fait des soumissions avec des producteurs, puis c'était des gros bids, là, fait que j'ai pas été retenu, mais j'étais quasiment soulagé parce que c'était comme vraiment des gros projets. Puis pour moi, la photo, c'est comme la moto aussi. J'aime ça que ça reste quelque chose que je peux m'évader là-dedans, puis qui est plus par passion. Puis la journée que ça avoir va de devenir, compte à rendre, en fait. Là. C'est ça. Puis la journée que ça va devenir un travail, je pense que je vais moins l'apprécier. Mais j'ai vraiment trouvé que le juste milieu là-dedans, c'est les prints. Puis j'avais jamais vraiment pris le temps d'imprimer mes photos. Puis là, je le fais depuis quelques semaines avec une imprimante chez nous, puis aussi dans un lab pour des gros formats. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir beaucoup plus à la photo quand tu l'as dans tes mains, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça. Puis je trouve ça extrêmement satisfaisant que des amis ou un inconnu aime assez une photo pour comme dépenser de l'argent puis la vouloir chez lui ou dans son bureau. Puis je trouve ça... c'est surtout que tes prix sont très raisonnables là, pour le travail qui est derrière ça, puis l'artiste derrière. Moi, je trouve que le prix que tu demandes est super raisonnable. C'est sûr que là, je tente le marché, puis je veux que ça soit accessible à tout le monde pour commencer. Puis là, je vais voir la réponse, puis peut-être faire des éditions limitées pour ceux qui veulent plus collectionner ou avoir comme une exclusivité. Mais le but, c'est vraiment que ça soit accessible pour l'instant. Puis j'aimerais, si ça devient un jour mon métier principal, ça serait vraiment trippant.
mais pour l'instant, je le vois plus que, là, comme un sideline. Puis, c'est comme une petite chambre noire. Le soir, je m'installe, puis avec une petite coupe de vin, puis j'imprime mes affaires. Malade. Mais là, tu me disais, tu sais, t'imprimes des photos des projets antérieurs. Tu sais, tu dois comme redécouvrir puis replonger dans des photos qui ont 5-6 ans. Fait que tu dois avoir un genre de sentiment comme de nostalgie quand tu le fais. Mais quand tu regardes tes photos, est-ce que tu vis bien avec comment tu réalisais tes photos ou comme vu que tu as évolué puis que t'es peut-être rendu meilleur ou peut-être que tu as un nouvel œil sur tes photos. Comment tu vis avec tes anciennes photos? Je retourne pas trop loin, mais c'est vrai que j'en ai qui sont en 2015. La plupart du temps, je suis encore, puis je suis vraiment critique envers moi-même, mais la plupart du temps, en termes de la prise de la photo, je reste satisfait, puis encore fier de certaines photos assez pour les imprimer. Mais plus les photos sont vieilles, plus je vais des fois refaire la colo dessus pour... Ah ouais, tu te permets de refaire une post-production sur une photo qui date? Ouais, je retourne avec mon RAW, puis je vais faire quelque chose qui je trouve est mieux. Puis des fois, je fais de quoi, puis je suis comme non, ce que j'avais fait, c'était bon. Puis des fois, c'est juste au niveau technique pour que ça sorte bien en impression. Ou si je veux faire un triptyque ou un duo, puis je veux mettre 2 photos ensemble, puis les colos se ressemblent pas assez, fait que je vais aller les retravailler. Puis c'est ça, des fois, je peux trouver que certaines colos, je les ai poussées un peu trop, puis là, je fais ouais, non, je vais... Mais ça se peut-tu qu'au-delà du côté technique, c'est plus ta personne à toi, où est-ce que tu es rendu dans ta vie, puis les expériences que tu as accumulées, tu fais plus de la même façon par rapport à une photo. Fait que, comme tu disais au début, tu veux transposer tes feelings, tes émotions à travers une photo. C'est plus ta personne à toi, où est-ce que tu es rendu, qui fait que tu veux retoucher la photo, refaire une colo, ou c'est simplement un trip technique? Il y a le côté technique, juste pour être certain que ça sorte bien. Mais la plupart du temps, ça va être plus... si je prends comme exemple les photos... dans le Nevada, j'avais fait certaines photos que j'avais fait des colos assez contrastés, très très crus, parce que c'était pour moi un moment comme plus deep ou plus difficile. Puis maintenant, quand je regarde ces photos-là, j'ai plus du tout ce sentiment-là, puis je vois ce voyage-là comme vraiment d'une belle manière, puis d'un côté beaucoup plus positif. Fait que des fois, j'ai tendance à refaire une colo qui est comme plus douce ou plus happy ou uplifting dessus. Plus pastel un peu que du gros contraste fort. Ça serait un exemple un peu de changement que je pourrais faire avec des vieilles photos. Mais la plupart du temps, j'y touche pas trop. Là. Je reste assez satisfait. Charles-Étienne, ça va être tout pour l'entrevue. Je te remercie vraiment pour ton temps. C'était super agréable de te parler. Pour la suite, on va mettre le lien vers ton Etsy Store dans la description de l'épisode pour que les gens puissent aller voir tes prints puis t'encourager si ça leur tente. Merci, c'est vraiment apprécié. Fait que je te retiens pas plus longtemps. Puis écoute, on ira prendre une bière à m'emmener à Montréal, mais que j'aille ma moto. Là. On ira se faire une ride quand ça te donnera. Non, ça va me faire plaisir. Je vais te donner des petits conseils de ride que j'ai appris sur le tard. Thanks, man. Attention à toi. Ouais, ciao. Merci d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous à notre compte Instagram larévolte.culturel. Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.